Bonsoir à tous, merci d'être avec nous ce soir sur RTI 1. 80 dossiers de candidature enregistrés par la Commission électorale indépendante ivoirienne au compte des élections sénatoriales du 24 mars prochain. Nous sommes aujourd'hui 9 mars, la date butoir pour le dépôt des dossiers. Dans le domaine de la santé, 13 milliards de francs CFA décaissés pour la réhabilitation et l'équipement de centres de santé. Cela dans la droite ligne du projet de renforcement du système sanitaire initié par le ministère de la Santé. Demain samedi, le cinéma chinois sera à l'honneur sur les chaînes de la RTI avec essentiellement des longs métrages. C'est le fruit d'une collaboration dans le cadre de la semaine du cinéma chinois du 10 au 16 mars. Une nouvelle pour le moins inattendue, nous sommes conduits au Kenya. Le président Uhuru Kenyatta et son opposant Raila Odinga se sont rencontrés ce matin et contre toute attente, les deux hommes ont annoncé la fin de leur division. Bienvenue à tous dans ce nouveau 20h. Sommet de l'Alliance solaire internationale le 11 mars prochain à New Delhi. Le vice-président ivoirien a quitté Abidjan ce matin à destination de la capitale indienne. Daniel Cablon-Duncan va y représenter le chef de l'État. Il s'agit du tout premier sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays signataires de l'accord de création de l'Alliance depuis son lancement. C'était en 2015 à Paris en marge de la COP 21. Au nombre des objectifs visés pour ce premier sommet de l'Alliance, la réduction très considérable des coûts de l'énergie solaire. Cheran Kofi Abola. New Delhi s'active à accueillir plusieurs chefs d'État et de gouvernement et pour cause la tenue du sommet de l'Alliance solaire internationale à partir du 11 mars en cette année 2018. La délégation ivoirienne sera conduite par le vice-président Daniel Cablon-Duncan en sa qualité de représentant du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Ce sommet, le premier du genre, se fixe pour objectif de réduire massivement les coûts de l'énergie solaire, répondre à la forte demande énergétique dans les pays en développement et contribuer à la lutte contre le changement climatique. Pour y parvenir, l'alliance initiée par la France et l'Inde lors de la conférence de Paris pour le climat en décembre 2015 a bien son idée, celle qui consiste à mettre en œuvre des instruments financiers permettant de mobiliser plus de 1 000 milliards de dollars d'investissement en énergie solaire d'ici à l'an 2030. Les premières élections sénatoriales ivoiriennes vont se tenir le 24 mars prochain. Aujourd'hui, 9 mars, c'est le dernier jour pour le dépôt des dossiers de candidature. La Commission électorale indépendante, CEI, enregistre 80 dossiers pour un scrutin qui doit voir 66 sénateurs élus. Il n'est ouvert qu'aux conseillers municipaux et régionaux ainsi qu'aux députés. Gabriel Zani. Les choses se sont accélérées à la CEI, la Commission électorale indépendante. Ce vendredi, date de clôture pour le dépôt des dossiers de candidature au sénatorial, la CEI a enregistré près de 70 dossiers. À l'origine de cet afflux, le dépôt en fin d'après-midi de la liste de la coalition du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RADP. Nous couvrons l'ensemble des circonscriptions, les 33 circonscriptions, ce qui fait 66 candidats. Tous partent sous la bannière du RHDP. Ce sont environ 80 dossiers de candidature enregistrés par la CEI depuis le 23 février dernier, date d'ouverture des dépôts de candidature au sénatorial. Un chiffre moyen occasionné par la surprise de l'annonce des sénatoriales selon des candidats. Il y a l'effet de surprise d'abord, parce qu'on ne s'y attendait pas tellement. On pensait que ça allait se passer peut-être en octobre, ça n'était pas préparé. Donc beaucoup devraient être dans cette situation. C'est le 24 mars prochain que les députés, les conseils municipaux et régionaux et de district en exercice seront convoqués aux urnes pour élire 66 sénateurs en raison de 2 candidats par région et par district. Une première pour le pays, un autre test pour la démocratie. Nous voulons contribuer à la vitalité de la démocratie chez nous, ce qui nous permettrait d'apporter notre modeste contribution aux nombreux efforts déjà consentis par la classe politique. On espère que ces élections se passeront dans de très excellentes conditions, au même titre que pour le dépôt de ces dossiers. Selon les dispositions transitoires et exceptionnelles de la Constitution de la Troisième République, le mandat des prochains sénateurs prendra fin en 2020.
Restons sur la scène politique avec ce groupe de députés qui s'est réuni en comité ad hoc aujourd'hui. Une réunion qui a vu la création d'un groupe parlementaire RHDP. Sidonie Davila. Bientôt, un groupe parlementaire RHDP à l'Assemblée nationale. Les députés du PDCI, RDR, UDPCI et d'autres groupes parlementaires indépendants ont décidé de faire chemin ensemble. Réunis au sein d'un comité ad hoc, les parlementaires ont porté l'information ce vendredi. Nous, députés à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, affirmons solennellement par la présente déclaration notre engagement en faveur de la création d'un groupe parlementaire RHDP. Lançons un vibrant appel au président Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, président de la conférence des présidents des partis membres du RHDP, à son Excellence, le président Alassane Ouattara, président d'honneur du RDR, et au président de l'UDPCI, du MFA, de l'UPCI et du PIT, à soutenir l'initiative de la création du groupe parlementaire RHDP. Invitons instamment tous les présidents des groupes parlementaires à l'Assemblée nationale à s'associer à cette noble initiative pour la consolidation de la paix et de la stabilité politique de la Côte d'Ivoire. Ce comité ad hoc, qui vient renforcer l'unité du RHDP, opte pour des candidatures communes au sein du groupement politique RHDP lors des sénatoriales prévues le 24 mars prochain. Voilà, bientôt donc la création d'un groupe parlementaire RHDP comme annoncé par le comité ad hoc. Direction le centre de la Côte d'Ivoire à Mbayakro, le procureur fait le point de l'enquête de l'attaque de la brigade de gendarmerie, une affaire qui fait suite à l'assassinat le 5 mars dernier d'une jeune élève en classe de 5e. Djeneba Ouattara et Kwadju Kwame. Suite à l'assassinat de Glaou Hermone Chanceline, élève au lycée moderne de Mbayakro, une enquête est ouverte par le procureur de la République près le tribunal de première instance de Bouaké. Au lendemain du crime, des individus, parmi lesquels se trouvaient des élèves, ont détruit la brigade de gendarmerie de la localité. Des actes d'incivisme. 3 gendarmes blessés. La brigade de gendarmerie entièrement incendiée. 8 motos brûlées. 2 véhicules saccagés. Au dire du procureur, ces dégâts sont des infractions punies par la loi. Ces infractions sont prévues par les articles 27, 29, 30, 345 alinéa 3, 348, 423, 425 et 430 du Code pénal et sont passibles de peines de 1 à 20 ans d'emprisonnement et de 20 000 à 2 millions de francs CFA d'amende. 13 personnes ont été interpellées au moment des faits. Elles seront déférées devant les juridictions compétentes dans les meilleurs délais et subiront la rigueur de la loi. Le procureur réitère sa détermination à traquer et à traduire devant les tribunaux toute personne qui s'attaquera dorénavant à un symbole de l'État. Cette affaire de Mbayakro alimente les débats sur les réseaux sociaux. Un individu qui utilisait ce moyen pour inciter à la haine, notamment contre les gendarmes en service dans la localité, a été appréhendé par la police criminelle. Abou Sanogo. Il a profité d'un mouvement de protestation des élèves de la ville de Mbayakro. Cette semaine sur la toile, il a fait un post appelant les populations de la ville de Mbayakro à s'attaquer aux familles des gendarmes en service dans la localité. Et pourtant, il n'a aucun lien avec la ville. Il n'a également aucun parent dans cette localité. En réalité, il réside dans la commune de Yopougon et est technicien de surface dans un établissement de la place. Son acte jugé grave a amené la police nationale, à travers la direction de la police criminelle, à mettre le grappin sur lui. Il sera poursuivi pour des faits d'appel au maître d'enfants de gendarmes et d'incitation à la haine. Vraiment, je n'ai pas pensé à cette gravité extrême. C'est pourquoi je le dis et je le répète, c'est vraiment l'ignorance. Parce que je ne sais pas vraiment c'est à quelle fin. Vraiment, c'est-à-dire qu'est-ce que je recherchais vraiment en disant, en envoyant un tel message. Franchement, j'ai péché
et d'ailleurs très grave. Et c'est pourquoi je présente toutes mes excuses à la gendarmerie. Une aubaine pour appeler à la mesure sur les réseaux sociaux. Cet individu âgé de 27 ans et père de 3 enfants sera bientôt face au parquet d'Abidjan pour répondre de ses actes. Et à ce jour, l'individu est encore aux mains de la police criminelle. Le Conseil national de sécurité fait le bilan des activités des comités civilo-militaires et des comités consultatifs d'éthique. Il s'agit surtout de capitaliser les expériences et les bonnes pratiques de ces comités pour une meilleure synergie d'action sur le terrain. Soro Corona. Rétablir et consolider le lien armée-nation ainsi que la confiance entre les forces de défense et de sécurité et les populations. Objectif principal de la stratégie nationale de réforme du secteur de la sécurité afin de mettre fin aux tensions entre les deux parties. Depuis 2016, des dialogues ont été initiés dans 22 localités du pays. Après 2 ans d'activité de ces comités civilo-militaires et comités consultatifs d'éthique, le Conseil national de sécurité décide de faire le bilan. L'enjeu particulier de cet atelier, c'est surtout de collecter à partir des comités civilo-militaires et des groupes consultatifs d'éthique qui ont été mis en place avec l'appui du programme des Nations Unies pour le développement, collecter un peu tout ce diagnostic qui a été fait et sur la base de ce diagnostic, sortir des plans d'action concrets pour qu'en termes d'activité, nous puissions mener des activités avec l'appui des forces de sécurité et de défense pour venir à bout de ces difficultés que nous avons dans le cadre du renforcement du lien armée-nation. 3 jours durant, à Yamoussoukro, corps habillés et civils vont capitaliser les expériences, les bonnes pratiques pour une meilleure synergie d'action sur le terrain. Chaque crise faisait que la population s'en prenait au symbole de l'État. Et si on se méfie de nos propres symboles, ou bien si nous agressons nos propres symboles, alors c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la fondation de la nation. Il s'agira au cours de cet atelier bilan de mobiliser les autorités militaires et paramilitaires à multiplier les contacts avec les civils. Des contacts pour améliorer les rapports entre les deux parties, rapports dégradés ces derniers temps. Projet de renforcement du système sanitaire ivoirien, le ministère de la Santé lance la réhabilitation et l'équipement d'une centaine d'infrastructures pour un coût de 13 milliards de francs CFA. Davy Soyo et Herman Guivé. Koumassi, centre de santé urbain communautaire, Zoé Bruno. C'est ici que la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a lancé les travaux de réhabilitation et d'équipement de 102 infrastructures de santé de 25 districts sanitaires de la Côte d'Ivoire. Des travaux de réhabilitation estimés à 13 milliards de francs CFA. Ces travaux vont consister donc à respecter les normes qui sont précitées dans le système de santé, à faire en sorte que le circuit du patient soit respecté. Tout ceci pour rapprocher les infrastructures sanitaires des populations. Les établissements de santé de premier contact et les hôpitaux généraux sont les principales cibles. Cette démarche s'inscrit dans le cadre du projet de renforcement du système de santé et de réponse aux urgences épidémiques, PRSE, financé par la Banque mondiale. Nous avons travaillé avec la DIEM. Un bureau d'études a été recruté et est passé dans chaque centre de santé pour des études techniques en vue d'avoir une idée exacte du niveau de dégradation et combien va coûter chaque réhabilitation. Et donc sur la base de ces résultats, nous avons travaillé avec l'ensemble des districts sanitaires pour une prioritisation des besoins. Et donc en regardant les ressources disponibles du projet, nous avons sélectionné 102 centres de santé pour la réhabilitation. La première phase de réhabilitation des infrastructures sanitaires concerne 80 centres de santé, dont 57 centres ruraux, 22 centres urbains et un hôpital général. Si vous êtes passionné de films chinois, vous serez servi. Demain samedi, le cinéma chinois sera à l'honneur sur les chaînes de la RTI avec essentiellement des longs métrages. C'est le fruit d'une collaboration dans le cadre de la Semaine du cinéma chinois du 10 au 16 mars. Une semaine qui marque également le 35e anniversaire des relations Côte d'Ivoire-Chine. Serge Coléa. C'est le célèbre acteur, producteur et réalisateur chinois Jackie Chan, spécialiste des arts martiaux, qui annonce dans une vidéo les couleurs de la semaine du cinéma chinois sur les antennes de la RTI, la radiodiffusion télévision ivoirienne.
Hello, everybody. This is Jackie Chan here. 所有的科特迪瓦的朋友们，大家好，我是乾隆。得知科特迪瓦电视台 RTI 要和电影频道举办一个中国电影周。Du samedi 10 au vendredi 16 mars prochain, 7 longs métrages, 800 minutes en diffusion et rediffusion pour servir aux téléspectateurs de la RTI, de l'action, du drame, du kung-fu, mais aussi de la romance. Ce sera donc l'occasion pour les téléspectateurs de pouvoir observer la réalité de la Chine moderne, mais également de la Chine plus ancestrale. Je voudrais donc réitérer mes vifs remerciements à son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur. Grâce à cette collaboration, je reste persuadé qu'elle en appellera d'autres pour nous accompagner à aller plus loin dans la mise en œuvre de notre mission. Ces films chinois ont été sélectionnés par la China Movie Channel. Cette semaine du cinéma se veut un pont d'échange culturel à travers lequel Chinois et Ivoiriens se connaîtront davantage. Une de mes missions en tant qu'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire, c'est aussi faire connaître les films ivoiriens au public chinois. Donc dans le futur, je voudrais renforcer ma coopération avec la RTI et autres médias ivoiriens pour faire connaître la culture ivoirienne au peuple chinois. Désormais partenaires, la RTI et China Movie Channel vont collaborer étroitement. Cette semaine du cinéma chinois marque le 35e anniversaire de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Chine. En 2017, la Chine a produit 970 films. Le pays compte environ 9000 salles de cinéma. Les recettes générées se chiffrent en milliards de dollars. Avec 1,2 milliard de Chinois, le pays se présente comme le premier marché mondial du 7e art. Le marché des arts du spectacle d'Abidjan, Massa 2018, s'ouvre demain au Palais de la Culture de Treichville. Des milliers de festivaliers sont déjà sur les berges de la lagune ébriée, 1400 troupes et artistes, 400 professionnels des arts et plus de 300 spectacles vont rythmer ce rendez-vous de niveau international. Serge Coléa. Dans moins de 24 heures, Abidjan va vibrer au rythme du Massa. Cérémonie d'ouverture ce samedi dès 10h au Palais de la Culture de Treichville. Programme riche et varié du 10 au 17 mars. Plus de 1000 artistes ainsi que des dizaines de milliers de festivaliers. On peut le dire, le marché des arts du spectacle d'Abidjan s'annonce grandiose. Nous sommes prêts et nous avons l'expertise, l'expérience. Nos équipes ont toujours réussi à tenir des grands rendez-vous. Ce que nous attendons des Ivoiriens, c'est une grande participation. Ce sont plus de 300 spectacles qui vont être offerts à la Côte d'Ivoire. Ces spectacles-là, en d'autres occasions, auraient coûté au minimum 5 000, 10 000 pour voir un seul spectacle. Or, avec un ticket de 5 000 francs, les Ivoiriens, les populations qui vivent en Côte d'Ivoire, pourront suivre autant de spectacles qu'ils veulent. Ce sont des spectacles des Ivoiriens qu'ils connaissent, mais d'autres créateurs qui viennent un peu partout, d'Afrique, d'Amérique, d'Asie, d'Europe. Le village du Massa, basé au Palais de la Culture de Treichville, va accueillir tous les jours des spectacles de danse, de musique et de contes. L'humour, le slam, le théâtre, les arts de la rue seront également à l'honneur sur les différents sites d'Abidjan et de l'intérieur du pays. Le message que nous voulons lancer à nos compatriotes, c'est de faire du Massa comme on l'a fait pour les Jeux de la francophonie. Et qu'au cours de ces 10 jours de ferveur culturelle, les Ivoiriens, comme ils savent toujours le faire, accueillent, célèbrent la fraternité et qui donnent toujours de la Côte d'Ivoire et d'Abidjan l'image de cette ville hospitalière, comme l'a voulu le président Houphouët-Boigny. Et de faire en sorte que nous soyons toujours le pays de la promotion des arts et de la culture. Le ton de la 10e édition du marché des arts du spectacle d'Abidjan sera d'ailleurs donné dans la nuit de ce vendredi 9 mars avec la soirée dénommée la Nuit des Dames au Palais de la Culture de Treichville.
La première période de solde pour l'année 2018 démarre demain samedi. Pendant 3 semaines, les commerces pourront afficher des prix réduits, de bonnes affaires en perspective pour les consommateurs. Mais pourquoi des périodes bien précises pour les soldes? Comment elles se matérialisent sur le terrain? Nadia Eja et Cheikh Kone. Initié en Côte d'Ivoire depuis 2013, les soldes se tiennent du 10 au 31 mars et du 10 au 31 août. J'ai l'habitude d'acheter pendant ces périodes de soldes. Ça nous arrange, nous les consommateurs, parce qu'on va faire de bonnes affaires. Jonathan Haddad est responsable des opérations dans un commerce. Pour lui, les soldes sont l'occasion de booster ses ventes et attirer de nouveaux clients. Nous pratiquons les soldes depuis de nombreuses années. Nous sommes en train déjà de ressortir les stocks sélectionnés pour cette période, préparer les prix, afficher les pourcentages. Donc il y a toute une préparation, une mécanique à mettre en place. Jonathan réalise 20% de son chiffre d'affaires uniquement pendant ces périodes. De quoi susciter son engagement. Un engagement soutenu par l'État qui, de son côté, multiplie les actions de communication et les campagnes de sensibilisation afin de susciter l'engouement autour de ces périodes d'intérêt économique général. L'organisation des ventes soldes n'est pas obligatoire. Nous essayons de communiquer le plus largement possible sur cette période et de mettre en avant les avantages qu'il y a à organiser des soldes, à la fois pour les commerçants et pour les consommateurs. Les taux de rabais et les articles proposés pour les soldes sont également à l'appréciation du commerçant. Toutefois, des normes sont à respecter pour ceux qui s'y mettent. Ce sont entre autres un marquage précis avec le prix avant et après solde sur chaque article soldé, une garantie de la qualité des produits soldés et la réalité du prix de référence affiché. Nous amenons des équipes sur le terrain pour vérifier dans les différentes boutiques, dans les différents commerces, pour voir si les ventes soldes sont organisées conformément à la réglementation. Nous pouvons demander aux commerçants de nous fournir ces factures de vente. Ça nous permet de voir à combien ces produits-là étaient vendus avant la période de solde. Donc on peut procéder par comparaison de documents, on peut procéder à une investigation et arriver à découvrir que le prix qu'il a barré là, si ce prix-là est correct ou pas. Ces opérations commerciales offrent les plus gros rabais potentiels car elles sont les seules où l'État autorise les ventes à perte de 10 à 80% de réduction, voire plus. Malgré son caractère bénéfique, cette pratique reste encore peu connue des Ivoiriens. Rencontre du Conseil de surveillance de l'Agence foncière rurale. Au cœur des échanges, des questions de financement du programme de sécurisation foncière. Un programme composé, entre autres, des opérations de certification des territoires villageois et du projet de délimitation de plus de 1700 villages. Pour l'année 2018, l'agence envisage de lancer une nouvelle opération de délimitation pour plus de 1500 villages. Inauguration du tout premier collège de proximité de Zabiboyo, c'est à Bayota, dans la région du Gor. L'établissement baptisé Marcel Amontano a été inauguré par le ministre des Affaires étrangères lui-même. Ce collège ouvre ses portes avec pour objectif d'améliorer le taux de scolarisation et surtout de réussite dans la région du Gor. Mamadou Kouassi. Marcel Amontano, fils d'Aboisseau et cadre du RDR, inaugure le tout premier collège moderne de Zaïboyo, village de la sous-préfecture de Bayota, dans la région du Gor. L'ouvrage est constitué de 2 bâtiments de 3 classes chacun, d'une cantine et de latrines, dont de la fondation orange en remplacement de l'école dégradée, donc plus propice à l'encadrement des élèves. Cependant, les cadres du village ont souhaité et obtenu que la nouvelle école soit érigée en collège de proximité. Le gouvernement avait déjà choisi Zaïboyo pour faire partie des villages, bien des régions qui sont bénéficiaires de ce genre de collège de proximité. Donc on était déjà éligible. Le taux de scolarisation va augmenter, le taux de succès aussi, surtout des jeunes filles, va également doubler, et même de tout le monde. Présent à Zaïboyo à l'invitation de son collaborateur Alcide Diegué, fils du village, le ministre Marcel Amontano s'est réjoui de ce nouvel établissement qui va susciter le goût de l'apprentissage et l'amour du travail chez les élèves. Nous serons toujours au rendez-vous du développement de proximité. Chaque fois qu'un acte comme celui-ci est posé pour rapprocher les élèves du savoir, de l'école, d'un meilleur avenir, je me sens interpellé. Pour témoigner leur reconnaissance au ministre Marcel Amontano, les populations de Zaïboyo ont attribué son nom au collège et l'ont fait chef de canton de Nekedi, dont dépend leur localité, avec pour nom de règne Abiou Gabriel.
Nous sommes au lendemain de la Journée internationale de la femme, célébrée hier 8 mars. La célébration officielle a eu lieu en présence de la Première Dame et de centaines de femmes de toutes les couches sociales. L'inclusion financière et l'autonomisation de la femme en milieu rural ont marqué cette Journée de la femme. Retour en images sur l'événement dans quelques villes ivoiriennes. 51,79% de femmes sur les 1255 agents que compte la Caisse nationale de prévoyance sociale CNPS. Parité effective donc, la CNPS célèbre les femmes de l'institution et le contexte s'y prête. C'est la Journée internationale des droits de la femme. Les femmes de la CNPS expriment alors leur remerciement à la direction générale pour cette gestion à travers laquelle elles jouissent des mêmes droits et opportunités d'épanouissement que les hommes. Charles Kwasi, directeur général de la CNPS, a fait savoir que si la structure se porte bien, c'est grâce aux femmes. Elle compte toujours faire recours à elles quand le besoin se fera sentir. Instituée par les Nations Unies en 1977, la Journée internationale des droits de la femme, célébrée le lendemain de la cérémonie officielle à la CNPS, a été marquée par une conférence publique sur le thème « La femme vue par la culture africaine et la religion », mais aussi par une animation culturelle et des remises de présents aux femmes de l'institution de prévoyance sociale en Côte d'Ivoire. La contribution des élus locaux dans l'autonomisation de la femme. Le sujet est au centre de cette conférence initiée par l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Nassene Batouri, 4e vice-présidente de l'UVICOSI, expose sur des actions pouvant permettre aux femmes en milieu rural de s'épanouir. Je pense que la formation est très importante. Quelqu'un qui veut être autonome mais qui ne sait pas comment gérer ce qu'on va lui prêter, ça sera un recommencement permanent. Il faut l'identification, la formation et la mise à disposition de fonds. Cette rencontre a vu la participation d'une quarantaine de femmes, mais adjointes au maire et conseillères municipales. L'idée est de partager les expériences sur des initiatives en faveur des femmes en milieu rural. Un défilé des femmes des différents corps de métier du département de Sikensi pour marquer la Journée internationale de la femme. Ces femmes de toutes les couches socio-professionnelles du département de Sikensi sont déterminées à être autonomes financièrement pour contribuer au bien-être de leurs différentes familles. Elles sont venues de tous les villages et campements de Sikensi pour présenter leur savoir-faire mais aussi leurs attentes. Ces femmes ont été sensibilisées au cours de cette journée sur leur autonomisation à travers la solidarité et l'union. Le préfet du département de Sikensi, Dao Diaby Aminata, a félicité les femmes pour leurs efforts quotidiens dans la lutte contre la pauvreté. Mais pour elles, seul le renforcement de la cohésion sociale pourra permettre à ces femmes de réduire davantage le taux de pauvreté dans le département. Chères sœurs, chères mamans, chères filles, soyez des modèles. Vivez en paix. Prenez la cohésion sociale. Réalisez toutes les activités génératrices de revenus et pourvoyeuses d'emplois, base de tout processus de développement. Au cours de cette journée dédiée à la femme, 40 d'entre elles du département ont été distinguées. Une invite à œuvrer davantage pour leur autonomisation, mais aussi celui de la jeune fille en milieu rural. Défilé sous l'admiration des autorités administratives de Boisflé à destination de l'esplanade du centre culturel Henri Konan Bédié. Ici, sketch mettant en exergue la femme comme socle de la société, puis la tutelle plaide le financement des activités pour l'autonomisation des femmes de Boisflé. Une démarche bien accueillie par la mairie. La mairie décaissera 10 millions de francs pour permettre aux femmes de Boisflé d'avoir des prêts. Déjà cette année, sélection et formation des bénéficiaires que le préfet exhorte au regroupement. La 41e journée de la femme, c'est aussi des récompenses à celles de Boisflé qui se sont distinguées dans leur domaine. Voilà donc pour cette journée internationale de la femme 2018. Parlons maintenant tourisme avec le rendez-vous international du tourisme de Berlin. 10 000 exposants de près de 190 pays et plus de 180 000 visiteurs se donnent rendez-vous pour cette rencontre incontournable des professionnels du tourisme. Pour cette 51e édition, la Côte d'Ivoire présente son potentiel touristique. Une nouvelle pour le moins inattendue nous conduit au Kenya. Le président Uhuru Kenyatta et son opposant Raila Odinga se sont rencontrés ce matin. Les deux hommes annoncent contre toute attente la fin de leur division. Herman Rivet.
Uhuru Kenyatta et Raila Odinga, côte à côte. Le président kényan et l'opposant historique kényan échangent ensuite une vigoureuse poignée de main. L'instant est fraternel. Une telle image aurait été pure fiction il y a de cela quelques mois. Les deux hommes se sont rencontrés ce vendredi. C'est leur première rencontre depuis la réélection plus que contestée d'Uhuru Kenyatta comme président par son rival de toujours, Raila Odinga. Au terme de cette rencontre surprise tenue dans les bureaux du président dans le centre de Nairobi, les deux hommes ont de façon symbolique lu un communiqué commun. Nous sommes tous dans le même bateau, nous devons nous rassembler pour récupérer l'eau qui s'infiltre ou nous allons chavirer. Notre seule option, c'est de nous rassembler et d'arracher les eaux de l'animosité que nous avons déversées dans le bateau avant de couler. Nous attendons avec impatience le soutien de tous les Kenyans afin que nous puissions construire ensemble une nation unie, harmonieuse et stable, où personne ne se sent exclu ou laissé pour compte. Cela marque donc pour moi un nouveau départ dans notre pays. La rencontre entre les deux hommes s'est tenue quelques heures avant la visite officielle à Nairobi du secrétaire d'État américain Rex Tillerson. L'administration américaine a appelé ces derniers mois les deux protagonistes à se rencontrer pour trouver un accord. Au terme de la récente crise post-électorale qu'a connue le Kenya, au moins 100 personnes ont perdu la vie, pour la plupart victimes de la répression policière. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne fin de semaine sur RTI 1 et moi je vous dis à dimanche.